à tous. Donc, on va commencer la conférence sur les nouveaux métiers d'aide aux médecins libéraux, présentée par le docteur Romain Bossis, qui est médecin généraliste. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Rebonjour à toutes et à tous pour ceux que je n'ai pas encore vus. Il y en avait qui étaient à l'atelier ce matin ou pas déjà sur les modalités d'installation? Oui, d'accord. Du coup, moi, donc, je suis médecin généraliste à La Roche-sur-Yon en Vendée. J'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle. Je suis installé depuis un petit peu plus de 4 ans. Et donc, on est censé discuter pendant une heure et demie des différents métiers qui gravitent autour des médecins libéraux et notamment des médecins généralistes traitants. Jean-Baptiste viendra parler plus spécifiquement tout à l'heure des métiers autour des autres spécialités. Et puis on aura également Géraldine Lonen du groupement d'employeurs qui viendra dire un petit mot à la fin. Du coup, moi, j'ai pas tellement envie de vous faire une présentation dialectique de tout ce qui existe. Je préférais qu'on puisse fonctionner sous forme d'échange, que ce soit un petit peu interactif avec la salle, et puis que je puisse surtout répondre à vos questions dans la mesure de mes possibilités. Et puis, on a des experts dans la salle qui pourront éventuellement nous donner un coup de pouce si besoin. Petit sondage pour commencer. Qui est interne en médecine ? D'accord. Donc il y en a quand même pas mal. Qui est remplaçant ? Ok. Et les autres, c'est des médecins installés ou qui sont en réflexion sur un autre projet professionnel ? Ouais. D'accord. Et alors, dans ceux qui sont présents, qui est en médecine générale ? D'accord. Bon, il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer par des petites questions. Est-ce que vous connaissez des professionnels de santé ou non qui gravitent autour du médecin généraliste traitant ou du médecin qui travaille en cabinet ? IPA. Tout le monde sait ce que c'est une IPA ? Je ne pensais pas forcément commencer par celui-là, parce que c'est le plus récent. IPA, bon, on va en reparler après. Il y en a d'autres que vous connaissez ? Les assistants, ouais. Les infirmiers azalées. Secrétaire, quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'on considère les internes comme des collaborateurs du médecin généraliste ? Les ça se passe ? Bah oui. Indirectement aussi. Les externes aussi, pour certains. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez ? Comptable. Alors voilà, c'est ça. Faut distinguer en fait deux choses. Il y a l'équipe autour du médecin généraliste traitant ou autour du médecin de spécialité, c'est-à-dire qu'il aide dans son exercice quotidien dans la prise en charge des patients, plus ou moins direct. Et puis en effet, il y a tout ce qu'on appelle les fonctions support autour du médecin, mais plus autour de son cabinet, de son organisation. Donc on en a parlé un petit peu dans les autres ateliers, ça va être l'expert comptable, ça va être le juriste, ça va être le banquier, ça va être l'assureur, ça va être éventuellement des organismes comme le groupement d'employeurs sur toute la partie RH, management, etc. Voilà, donc en effet, il y a, voilà. Là, l'objet de l'atelier, c'est plutôt de parler de ce qui entoure le médecin dans son activité autour de la prise en charge du patient. Je pense que vous le savez tous, hein, le métier de médecin généraliste ou même sur les autres spécialités, il a beaucoup évolué. Alors je pense qu'il a encore plus évolué quand même en médecine générale. C'est-à-dire qu'il y a encore des médecins qui exercent seuls, mais globalement... la question là en 2022, c'est comment on arrive à prendre en charge la population avec le même nombre de médecins et en améliorant quand même la qualité des soins. Enfin, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en stage ou autre, mais en région Pays de la Loire, il y a quand même beaucoup de zones où il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin généraliste traitant. L'accès au second recours est quand même très compliqué. Moi, à La Roche-sur-Yon, par exemple, on n'a plus de dermatologues libéraux, on a bientôt plus de pneumologues libéraux. On a encore 3 cardiologues libéraux, heureusement, qui sont là, mais ils croulent sous le travail. Donc il y a quand même beaucoup de territoires, y compris dans des zones plutôt attractives au niveau économique,
qui se retrouvent en difficulté. Donc, finalement, étoffer l'équipe autour du médecin généraliste traitant et plus largement autour des médecins, elle est essentielle pour pouvoir continuer à prendre en charge la population dans des conditions de qualité acceptables. Alors, c'est un vrai débat, hein. Peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure sur les IPA. Je sais que parmi les collègues, et notamment parmi les jeunes collègues, il y a un vrai débat sur cette question-là de ce qu'on appelle la délégation de tâches. Même si moi, j'aime pas trop ce terme-là, je préfère parler de coordination de soins. Et j'étais d'ailleurs hier en jury de thèse là, pour 2 jeunes qui passaient leur thèse sur le vécu de patients pendant la crise Covid et comment le médecin généraliste avait joué son rôle de dépistage auprès des personnes âgées sur les problématiques thymiques. Et il y a eu ce débat justement sur la place des IPA, notamment les IPA spécialisés en psychiatrie. Et c'était compliqué pour ces 2 jeunes thésards d'accepter, entre guillemets, de se voir prendre une partie de leur métier, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'eux le vivaient. Hein, donc je pense que c'est un débat important à avoir. Ok, donc si on refait le tour un petit peu des différentes personnes que vous avez citées, donc vous avez parlé des secrétaires médicales. Ok, globalement, il y a quand même beaucoup de médecins qui ont une secrétaire médicale. Est-ce que vous connaissez à peu près la moyenne nombre de secrétaires par médecin généraliste? Ouais. Alors peut-être qu'on peut passer le micro pour que tout le monde entende la question. Vous parlez en secrétariat présentiel ou en télésecrétariat? Je parle de manière générale, mais c'est une bonne remarque. Mais on en a un peu débattu ce matin. Peut-être que tu peux en préciser un peu Je pense que quand il y a des plateformes de télésecrétariat, il y a un groupement de secrétaires qui travaillent pour plusieurs cabinets en même temps. Donc c'est quand même quelque chose qui est, je pense, plutôt répandu aujourd'hui dans les cabinets. Donc ça doit faire descendre quand même le nombre de secrétaires. Il y a d'autres idées dans les internes, que ce soit en spécialité ou en médecine générale, sur la présence des secrétaires médicales dans les cabinets? En tout cas en spécialité, je suis spécialiste, il y a très peu de cabinets qui n'ont pas de secrétaire sur place. Et il y a beaucoup de recoupements spécialistes aussi. Hein. On n'est pas seulement. C'est un mouvement général. Donc c'est un peu ce qu'on dit. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les médecins qui vont se retrouver tout seuls n'arrivent plus à avoir leur secrétaire quand ils sont tout seuls. Enfin, moi, je suis dans un cabinet où le successeur, un des collaborateurs est parti, le médecin se retrouve tout seul, il a licencié sa secrétaire parce qu'il ne pouvait pas du tout assumer. Alors qu'il y a 30-40 ans, le médecin avec sa secrétaire dans le cabinet, c'était la norme, quoi. Souvent, c'était sa femme. C'était le conjoint collaborateur, qui existe encore, mais très peu. Je donnais cette anecdote ce matin. Le médecin à qui j'ai récupéré la patientèle il y a 4 ans, elles étaient associées, elles étaient 2 associées dans un cabinet, elles travaillaient à mi-temps. Alors, ce que je disais ce matin, c'était un mi-temps de médecin, donc elle était à 35 heures en gros à son cabinet. Et elle avait fait le choix d'avoir une secrétaire pour elle toute seule. Et c'est un peu ce qu'on disait ce matin sur les conditions d'installation. Alors oui, il y a un modèle économique, et en effet, avec une consultation à 25 € et puis des rémunérations forfaitaires pas très élevées, c'est compliqué. Mais ça peut être un choix de se dire, je préfère gagner moins et puis avoir un confort de travail meilleur. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est juste que c'est une question de choix sur est-ce qu'on privilégie son confort de travail ou est-ce qu'on privilégie le salaire à la fin du mois, quoi. Est-ce qu'on privilégie le fait de faire de la médecine ou d'avoir tous les à côté? Moi, c'était il y a encore 5 ans, j'étais en stage de niveau 1 dans le sud Anjou, et j'avais un médecin, maître de stage, avec qui j'ai appris beaucoup de choses, et je
j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa manière de travailler, mais qui ne correspond pas du tout à la manière dont je travaille aujourd'hui. Et alors lui, il avait son cabinet qui était accolé à sa maison. C'est sa maman qui venait numériser les courriers, et il répondait au téléphone. Et moi, j'étais jeune interne, alors je faisais quelques journées de consultation seul, et je me retrouvais à devoir répondre au téléphone toutes les 5 secondes. C'était insupportable. Je n'arrivais pas à me concentrer sur la consultation, et ça m'a beaucoup aidé dans la construction de mon projet professionnel. Je me suis dit, mais jamais je n'exercerai dans un cabinet sans secrétaire. Parce que c'est juste pas possible. Et puis en plus, à l'heure actuelle, où les patients sollicitent beaucoup les cabinets, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Donc voilà. Donc tu parlais du télésecrétariat. Donc là encore, je crois que la moyenne dans les cabinets, hein, c'est à peu près une secrétaire pour 3 médecins. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'organisation du cabinet. Est-ce qu'elle est à temps plein? Quelle mission on lui donne? Est-ce qu'il y a un télésecrétariat sur certaines plages horaires de manière intégrale? Est-ce qu'on le met en mode débordement? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le mode débordement. Ben, en gros, au-delà de 3 appels en attente, ça bascule sur le télésecrétariat. Ça, c'est des choses assez simples à mettre en place. Donc tout ça, c'est des choses à penser quand on réfléchit à la logistique, à la logistique de son cabinet. L'avantage du télésecrétariat, c'est que c'est très facilement ajustable. C'est-à-dire que ta secrétaire, elle est malade, elle a des congés, puis il n'y a pas de remplaçante, bon, bah, tu bascules sur le télésecrétariat. Mais globalement, avoir quelqu'un, une présence humaine au secrétariat, qui puisse faire le lien avec les patients, qui fait la bonne courroie de transmission, qui fait le lien, qui connaît la patientèle, que tu vas pouvoir aller voir entre deux pour lui demander un service. Enfin, je pense que c'est essentiel d'avoir quelqu'un, en tout cas dans la mesure du possible, de physique au cabinet. Oui. Donc la moyenne de une secrétaire pour 3 médecins, c'est secrétaire en présentiel. Oui, c'est ça. Alors c'est des chiffres qui datent un petit peu. Tu me corriges, Philippe, hein, si je me trompe. Mais en France, en tout cas, alors je crois que c'était des chiffres qui concernaient la médecine générale. Forcément, les autres spécialités ont des chiffres bien plus importants, mais c'est aussi parce qu'ils ont des revenus plus importants. Donc... Non, c'est surtout parce qu'ils ne donnent pas les mêmes tâches aux secrétaires. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous, on considère dans un cabinet de spécialité que c'est 30% du temps, mais il y a aussi scanner les comptes rendus, prendre des rendez-vous chez les correspondants, gérer le courrier qui peut prendre beaucoup de temps, parce qu'en fait, une consultation spécialiste en consultant, c'est un courrier par patient. Donc un courrier par patient, ça veut dire quand même du temps. Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit on fait de la dictée vocale qui marche très bien, mais il y a quand même le problème de la mise en page et de l'envoi du courrier. Ça, c'est la secrétaire qui le fait. Et puis, soit on fait carrément taper des courriers par la secrétaire et c'est encore plus chronophage. Donc effectivement, nous, c'est plutôt... ça dépend des structures des cabinets, mais c'est souvent une secrétaire par professionnel, en tout cas entre une demi et une plutôt qu'un tiers. Et c'est normal aussi, parce qu'en fait, on donne beaucoup d'autres tâches aux secrétaires qui sont liées à notre activité. C'est très compliqué de pouvoir comparer, d'autant plus que les missions, elles évoluent. Vous le voyez bien dans les cabinets, si vous êtes en stage, ou même moi, depuis que je suis installé en 4 ans, mais ça a complètement... c'est en train de se révolutionner. Là, avec le Ségur numérique, vous avez peut-être vu apparaître... les courriers sur les messageries sécurisées qui arrivent directement. Le patient, il passe aux urgences, l'urgentiste, il clique sur un bouton. 1 minute plus tard, j'ai le compte-rendu de passage aux urgences sur ma boîte sécurisée. Ça, c'est un truc, il y a encore 2 ans, tout était envoyé en courrier. Nous, on travaille beaucoup avec le CHD de La Roche-sur-Yon. Tous les courriers, maintenant, arrivent quasiment instantanément dans nos boîtes mail sécurisées. On n'a plus aucun courrier papier. Donc ça, c'est des tâches en moins aussi pour la secrétaire, parce qu'il y a encore 2 ans, notre secrétaire, elle ouvrait le courrier, voilà, elle les dépliait, elle les scannait, donc c'était très très chronophage. Là maintenant, ça arrive en PDF, elle peut même nous surligner la conclusion, l'intégrer directement. Et alors,
Un autre truc qui arrive et qui va révolutionner le rôle des secrétaires, c'est l'intelligence artificielle. Quasiment tous les logiciels, dans 2 ans, proposeront un classement automatique des données des patients dans les dossiers médicaux. Vous avez peut-être entendu parler de l'INS. Est-ce que certains savent ce que c'est l'INS? Il y a beaucoup d'acronymes dans le milieu de la santé. Déjà dit ce que c'est l'identification. Alors, identification, non. National de santé, ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est un numéro qui est attribué à chaque personne et qui va permettre d'éviter tous les biais, enfin toutes les problématiques des homonymes, des gens. Voilà. Donc en gros, voilà, chaque courrier sera adossé à une INS. Et donc ça sera classé automatiquement. Et là, il y a certains logiciels qui sont en train de le mettre en place via l'intelligence artificielle, pour ne pas les citer, Doctolib, Veda et compagnie, et qui classent automatiquement en mettant la spécialité et la conclusion et la date et le bon patient. Donc en gros, l'ordinateur analyse directement le courrier et le classe automatiquement au bon endroit pour le bon patient. Donc ça va révolutionner l'émission des secrétaires, parce que du coup, ça sera quand même une tâche en moins que jusqu'à présent, elle devait faire et qui est assez chronophage. Et qui est source d'erreur aussi. C'est-à-dire quelquefois, vous trouvez par des homonymes qui ont un courrier qui ne leur correspond pas, quoi. Donc c'est un vrai gain de qualité aussi. Philippe, tu avais une question? Parle bien fort à ce moment-là. Ou alors on t'amène un micro. Il est possible, nous c'est ce que nous avons fait, de requalifier le poste de secrétaire en poste d'assistante médico-sociale. Et ça a du sens dans la relation avec nos patients, ça a beaucoup de sens, puisque de plus en plus, lorsque les secrétaires sont présentes physiquement, elles reçoivent les patients, des appels des patients en difficulté avec une prise en charge sociale, en difficulté parfois avec des problèmes de remboursement. Nos secrétaires, elles connaissent les circuits de l'assurance maladie, elles ont le numéro en 06 des délégués de l'assurance maladie qui les aident à avoir accès aux services. Et ça, je pense que c'est une fonction quand même très importante qui est plus valorisante probablement que de simplement quelquefois répondre au téléphone, encore que là, elle joue souvent un rôle de régulation qui nous aide beaucoup, beaucoup mieux sans doute que les télésecrétariats. Et c'est peut-être plus valorisant même que le classement des courriers. Donc il y a toute une fonction sociale qui est très importante. Et en plus, ce qui est intéressant pour un médecin généraliste quand il est installé, c'est que quand on prend un remplaçant ou une remplaçante, en gros, on lui laisse notre secrétaire. Et pour le remplaçant qui arrive et pour le médecin généraliste qui part en congé, savoir que la secrétaire est là pour aider le remplaçant à trouver des correspondants, à connaître les circuits, à gérer la patientèle, c'est quand même très précieux. Merci beaucoup pour ce témoignage qui va faire le lien après sur les IPA et les assistants médicaux, puisqu'en fait, on se rend compte que dans tous les corps de métier qui gravitent autour du médecin généraliste traitant ou autour des médecins d'autres spécialités, finalement tout le monde monte en compétences. Les secrétaires montent en compétences. En effet, elles ne font plus que répondre au téléphone, elles ne font plus que classer, scanner les courriers. Donc on parlait de la gestion des courriers. L'autre tâche que font de moins en moins les secrétaires, c'est la prise de rendez-vous. Puisque avec toutes les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, que ce soit Doctolib, Maya, Keldoc ou autres, il y a une automatisation de la prise de rendez-vous par le patient. Et du coup, les secrétaires, finalement, gèrent les situations les plus compliquées. Celles où il peut y avoir des situations d'urgence, avec cette fonction que tu disais, Philippe, de régulation. Et ça ne s'improvise pas. Qu'une secrétaire puisse être suffisamment compétente pour identifier à un moment donné, tiens, là, je ne le sens pas le patient, il faut que je passe l'appel au médecin. Ou là, il faut que je le mette sur un créneau d'urgence dans la journée, parce que voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite une montée en compétence des secrétaires. Et donc, ça pose aussi des difficultés dans certains cabinets, où des secrétaires sont là depuis 20-30 ans, où en effet, elles étaient sur des missions beaucoup plus administratives, beaucoup plus de bureautique, et où elles se retrouvent à devoir monter en compétence sur des fonctions de régulation, de gestion de cas sociaux, de
cas avec des complexités sociales, des problématiques de précarité, etc., des problématiques de logistique dans le fonctionnement des cabinets. Et donc, nous, médecins, on attend aussi beaucoup de notre secrétaire qui, dans beaucoup de cabinets, sont un peu des piliers du fonctionnement et qui sont un peu, comme tu le disais très bien, le fil conducteur entre le médecin généraliste traitant, ses internes, les remplaçants, et où voilà, on est sur une activité professionnelle qui est beaucoup plus mixte, beaucoup plus variée qu'auparavant. Je pense que sur les secrétaires, on a fait à peu près le tour. Donc voilà, il n'y a pas de chiffres, mais globalement, il faut avoir en tête qu'il y a une évolution des missions des secrétaires, qu'une secrétaire, c'est un rôle fondamental, vraiment pour le vivre au quotidien dans ma maison de santé où on a des difficultés de gestion de secrétariat. Vraiment, la secrétaire, c'est vraiment hyper stratégique pour que ça se passe bien en équipe et que ça se passe bien avec les patients. C'est la première image, entre guillemets, qu'ont les patients du cabinet. Et donc avoir en tête que voilà, l'automatisation de la prise de rendez-vous, l'automatisation du classement des dossiers va faire évoluer les compétences des secrétaires médicales. Et pour certaines, d'ailleurs, elles évoluent vers des postes soit d'assistantes médico-sociales, soit des postes d'assistantes de consultation. Tu avais d'autres choses à dire sur les secrétaires ? Non, je pense que tu viens de faire la transition. Je crois que tout le monde ici attend ce que nous évoque la jeunesse des assistants de consultation. Voilà. C'est très important. Donc, on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est que le médecin puisse se concentrer sur ses compétences médicales et donc sur le soin des patients. Et donc, depuis 2-3 ans, est né un nouveau métier qui s'appelle le métier d'assistant médical ou d'assistant de consultation, mais qui en fait n'est pas quelque chose de très nouveau. En fait, la situation démographique nous contraint à évoluer vers ce type de métier, mais c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années, notamment dans d'autres professions de santé. Je pense aux dentistes, où la plupart quasiment tous les dentistes ont des assistantes dentaires, ou d'autres pays européens. Je citais tout à l'heure le rapport nombre d'équivalents temps plein de support de secrétariat en France, et on compare à l'Allemagne. En France, c'est 1 pour 3. En Allemagne, c'est l'inverse, c'est 3 pour 1. C'est-à-dire qu'en Allemagne, un médecin généraliste traitant, il a 3 équivalents temps plein qui travaillent pour lui. Parce que il a quelqu'un qui gère toute la partie administrative et logistique, quelqu'un qui gère toute la partie paramédicale autour de la prise en charge du patient, puis quelqu'un qui gère toute la partie fiscale et comptable. Je caricature, mais en gros, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, le médecin peut vraiment se concentrer sur son rôle d'expert médical, ce pourquoi il a été formé. Est-ce que ça paraît logique qu'aujourd'hui, en 2022, certains médecins répondent encore au téléphone eux-mêmes, ou même certains, alors je ne leur jette pas la pierre, c'est une autre époque, mais ou fassent encore le ménage dans leur cabinet le soir avant de partir, alors que pendant ce temps-là, ils pourraient voir des patients. On a encore un système de santé qui, à certains égards, fonctionne comme au 19e siècle, où aucune entreprise sérieuse recruterait un ingénieur et lui ferait balayer le sol de l'entreprise le soir avant de partir, parce que ses compétences d'ingénieur sont trop précieuses pour que son temps soit utilisé à autre chose. Il n'y a aucune raison que pour les médecins généralistes, ça soit la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est des tâches ingrates ou que... voilà, c'est juste que si on a fait 10 ans d'études pour avoir des compétences d'expertise médicale, autant qu'on soit utilisé dans notre domaine d'expertise et pas pour faire tout ce qui est autour et qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Donc l'assistant médical, ça existe depuis 2 ans. Est-ce que vous savez à peu près les missions des assistants médicaux ? C'est toujours les mêmes qui interviennent. Je ne me suis pas formée, mais je m'étais imaginé les gestes techniques, électrocardiogramme, montrer éventuellement comment faire des automesures tensionnelles, des choses comme ça. Donc actes techniques, tout ce qui relève de la prévention, en tout cas de l'explication d'examens complémentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait confier à une assistante médicale ? Alors là, c'est peut-être plus sur
Pour les cardiologues, Ah non, mais pour les cardiologues... vous faites bien des électrocardiogrammes. Non, mais en fait, moi je le dis d'une autre manière, tu viens de le dire. En fait, notre temps d'expertise, si on compare avec l'Allemagne, en Allemagne, une consultation, ça dure entre 5 et 10 minutes, parce que le médecin, il est simplement concentré sur le problème médical. Et dans une consultation en médecine libérale, que ce soit spécialiste ou généraliste, on passe probablement un tiers, voire la moitié de notre temps, à faire autre chose que du médical. Tout un tas d'autres choses que quand on reprend une consultation, que ce soit effectivement la réalisation d'un acte technique, mais aussi éventuellement l'encaissement d'un acte pour certains, la gestion d'un courrier, la récupération de données, tout un tas de choses que voilà. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je suis convaincue par cette évolution. Mais je dirais qu'une des problématiques françaises, c'est que les patients ne sont pas encore préparés, même si ça va se faire, ils ne sont pas encore préparés à voir un médecin que 5 à 10 minutes. Et je trouve que l'exemple flagrant, c'est les ophtalmologues. Les patients, ils disent il m'a demandé je ne sais pas combien, en général c'est cher, et il m'a vu que 5 minutes. Alors qu'en fait, ils ont vu l'orthoptiste, il y a la secrétaire, etc. Mais voilà, on est encore dans une mentalité qui n'a pas changé. Et le médecin, voilà, les gens ne voient pas le médecin comme un expert dans un domaine, ils le voient comme quelqu'un qui va les gérer de A à Z dans toute leur problématique de vie. C'est très intéressant ton commentaire, mais c'est exactement ça. Vous savez combien dure en moyenne une consultation de médecine générale en France ? 18 ? Ouais, j'ai entendu 18. Je crois que c'est 18 minutes, hein, c'est ça. Et en effet, sur 18 minutes, alors il y a 2-3 ans avec Philippe notamment, mais d'autres, alors moi je suis parti du groupe après, mais on avait mené en Vendée justement un petit groupe de médecins un petit peu à l'avant-garde pour tester ce système d'assistant médical. Et alors on avait fait une petite expérience, on avait sur 1 ou 2 journées chacun, on avait listé dans les consultations tout ce qu'on pensait pouvoir déléguer à quelqu'un. Alors à chaque fois c'était 1 ou 2 minutes, hein, c'était le truc informatique qui a bugué, ça m'a pris 2 minutes, l'arrêt de travail que j'arrive pas à faire parce que j'ai pas le bon formulaire, ça me dure 2 minutes, j'arrive pas à passer la carte vitale, ou le patient comprend rien à les mots cultes, il a fallu que je lui explique pendant 5 minutes parce que voilà, bref. Enfin, je caricature, mais du coup, à la fin de la journée, ça représentait, alors je me souviens plus, quasiment 1 heure. Quasiment 1 heure sur la fin de la journée. C'est tout. Cumulé. Non, mais c'est quand même beaucoup. Je crois que c'était 1 heure ou 1 heure et demie. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que sur cette heure, on peut voir 3, peut-être 4 patients. Si le patient, lui, il considère la compétence de son médecin sur la durée qu'il le voit, il y a une problématique parce qu'il y a même un effet placebo aussi dans la relation. Donc si le patient il est persuadé qu'il a été mal pris en charge, Ouais. il n'a pas vu assez son médecin, il y a vraiment un travail de communication à faire. Toi, t'es médecin généraliste ? Alors, moi là-bas, je suis médecin généraliste, mais je suis en train de partir vers l'allergologie. D'accord. Je pense qu'on l'a tous vécu, en tout cas et pas que les médecins généralistes. Le patient où on prend 1 demi-heure, 40 minutes, il y a plein de motifs, on a l'impression de prendre le temps, etc. Et puis le patient derrière, il va dire, de toute façon, il ne m'écoute pas, ou voilà, il n'a pas pris le temps, etc. Et puis il y a des patients, on va prendre 10 minutes, et puis en fait, le patient, il va avoir l'impression d'avoir été écouté. Donc je ne suis pas sûr que le sentiment d'écoute du patient, il soit forcément lié au temps que tu passes. Il est lié aussi à la qualité de la relation que tu as avec lui. Et si dans les 10 minutes que tu as avec lui, ou dans les 15 minutes, parce qu'on n'est pas obligé d'aller à l'extrême des ophtalmos et passer et transformer nos cabinets en usines, hein. Je pense qu'il y a peut-être un juste milieu. Mais dans le projet tel qu'il avait été mis en place, au lieu de voir 3 patients par heure, on voyait 4 patients par heure. Donc, on voyait les patients plus que 15 minutes, au lieu de 20 minutes. Par contre, le patient, il passait 10 minutes ou 15 minutes en plus avec l'assistante. Donc, le temps global de prise en charge du patient, il était plus long. Mais en effet, le temps avec le médecin généraliste était plus court. Par contre, ce temps avec le médecin généraliste, c'était un temps qui n'était pas parasité par tout le reste. C'est-à-dire que quand tu discutais avec le patient, tu n'étais pas en train en même temps de faire ton arrêt de travail ou lui faire son ordonnance.
Tu discutais vraiment avec lui, les yeux dans les yeux, sans qu'il y ait l'écran entre toi et lui. Et donc, du coup, la relation avec le patient est complètement différente parce que tu n'es plus du tout parasité par le reste. Parce que l'impression de l'ordonnance, l'édition de l'arrêt de travail, le passage de la carte vitale, la facturation, c'est ton assistante qui l'a fait. Donc, du coup, tu as un temps beaucoup plus qualitatif et le patient, paradoxalement, il a le sentiment d'être bien plus écouté et bien plus pris en compte par le médecin, alors que tu passes moins de temps avec lui. Donc, alors, ça c'est dans l'idéal, hein, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est quand même ce qui ressortait de la part des collègues qui ont travaillé avec une assistante, c'est qu'en effet, il y a moins de temps, mais c'est un temps plus qualitatif avec le patient. Et donc, en général, le patient, globalement, il est satisfait. Et puis, tu as tous les à côté, c'est-à-dire que avoir une assistante, ça te permet aussi de gérer des choses que tu ne gérerais pas forcément. Ça va être pouvoir négocier un rendez-vous semi-urgent pour un patient qui a besoin d'une radio ou qui a besoin d'un soin infirmier dans les 48 heures. Là où quand tu es tout seul, tu prends peut-être pas le temps de décrocher ton téléphone et tu laisses peut-être le soin au patient de le faire par lui-même. Là, ton assistante, elle peut le faire. Ça peut être épauler le patient dans la prise d'un rendez-vous. Ça peut être, voilà. Donc, tu as aussi un aspect qualitatif, y compris autour de la consultation, sur les tests de dépistage. Typiquement, un patient avec qui on passe 5 minutes pour expliquer le test, mais c'est sûr quasiment à 98% qu'il va le faire, le test. Si tu lui donnes à la fin de la consultation comme ça, tiens, il faut que vous fassiez votre test, et puis tu n'as pas le temps de bien lui expliquer, d'ouvrir le truc, de lui montrer, tu as beaucoup moins de chances qu'il le fasse. En fait, l'évaluation de l'expérimentation en Vendée, quand tu venais juste de t'installer, c'est Philippe qui pourra en parler, mais moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est premièrement que les médecins avaient l'impression de revivre et d'avoir déchargé sur d'autres tout ce qui leur pesait. Et le deuxième, c'est que les patients avaient l'impression d'avoir une qualité de prise en charge qui était meilleure. Et ça, c'était dans tous les cabinets qui avaient des assistants. C'est bien ça, Philippe, hein ? Une consultation moyenne de 20 minutes va devenir une consultation moyenne d'au moins 25 minutes, mais répartie entre, en moyenne, un quart d'heure faite par le médecin et 10 minutes faites par l'assistant médical. Parfois une partie commune. Moi, je travaille maintenant aussi avec une assistante médicale. J'ai choisi que ce soit une infirmière. Il y a aussi des choses qu'on fait en commun. C'est pas forcément un temps entièrement séparé. Alors, bien sûr, l'assistant intervient beaucoup en amont. Alors, je ne sais pas si tu ne souhaitais pas continuer à faire un tour de table ou de salle sur ce qui pouvait être délégué. Si, tu comptais le faire. Alors, si. Donc, voilà. Donc, je m'abstiens de donner des exemples. Donc, l'assistant peut intervenir en amont, peut intervenir en aval et peut intervenir pendant la consultation. Parce que moi, ce qui me frappe, ce qui nous frappe tous lorsqu'on travaille avec un assistant ou une assistante, c'est qu'on ajoute de la qualité au suivi et à l'examen même clinique des patients les plus précaires. Il y a des patients lourdement handicapés que je n'ai jamais fait se déshabiller de manière correcte pour les examiner correctement. Il y a des patients âgés dont il est parfois difficile d'examiner les jambes et les pieds, même à chaque consultation, même quand ils sont diabétiques, alors qu'il faudrait qu'on le fasse à chaque fois. Et le fait d'être aidé aussi en consultation pour installer correctement, aider à se déshabiller, à se rhabiller, c'est très sécurisant. Chercher une hypotension orthostatique systématiquement chez nos hypertendus, c'est pas toujours évident quand on est tout seul, pour donner cet exemple. Et comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, effectivement, c'est moins de charge mentale parce que nos systèmes d'alarme, nos petites notes qu'on se met quelquefois sur nos ordinateurs, on ne les met pas systématiquement et on compte beaucoup sur notre assistant pour être dans ce recensement souvent très protocolisé de ce qu'il ne faut pas louper, comme suivi chez le diabétique. On ne pense pas toujours à leur demander s'ils ont vu le dentiste. Or, il apparaît que les diabétiques voient moins le dentiste que la population générale, ce qui devrait être le contraire, mais on ne pense pas toujours à le leur demander. Ça fait partie de ce qui peut être protocolisé avec un assistant, par exemple. Donc il y a un tas et les dépistages, c'est le cas, et les vaccins, c'est le cas, et recenser les allergies, c'est le cas, et recenser les médicaments prescrits par d'autres médecins, c'est le cas. Voilà.
C'est ça, sur le dossier médical, c'est fondamental ce que tu dis. C'est-à-dire que. Et pour nous, voilà. et je vais continuer, pour nous les spécialistes, toujours la problématique, c'est qu'une fois sur deux, le patient n'a pas l'ordonnance, n'a pas le dernier bilan biologique, n'a pas les examens dont on a besoin pour avoir une bonne expertise, et quelquefois a oublié la lettre du médecin. Et tout ça, l'assistant, finalement, ça nous décharge énormément, parce que sinon on se retrouve seul, et la secrétaire n'a pas forcément le temps et la compréhension de faire ça exactement comme si c'est nous qui le faisions, quoi. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment une prolongation de notre exercice. Tu avais une question? Mais du coup, vous avez un ou une assistante en plus de la secrétaire? Non, mais c'est bon, c'était ça. Oui. On parlait tout à l'heure des ophtalmos. Alors, c'est peut-être poussé à l'extrême. Un ophtalmo, il a une secrétaire, un orthoptiste, quelquefois un optométriste, et il a quelquefois 3 personnes qui travaillent avec lui. Parce qu'en fait, chacun a son rôle dans la prise en charge. La secrétaire, elle va gérer l'interface avec l'extérieur, et l'assistant, il va gérer plus à l'intérieur. Donc, en fait, l'ambition, c'est pas forcément de substituer l'un à l'autre, c'est de complémentariser les différentes fonctions, sachant qu'une secrétaire, au moment où elle s'arrête à la porte du cabinet. Elle ne va pas déshabiller un patient, une secrétaire, ce n'est pas dans ses missions. Et elle ne va pas prendre l'attention, elle ne va pas gérer toute l'interface avec le patient. Elle va gérer l'interface avec l'extérieur. Donc c'est 2 métiers qui sont différents mais complémentaires. On peut faire évoluer une secrétaire vers un travail d'assistant, ça demande une formation. Mais une infirmière peut aussi évoluer vers l'assistant, ça demande aussi une formation mais moins importante, puisqu'elle est plus à même d'être... je ne sais pas si je l'exprime de manière compréhensible. En tout cas, les métiers sont différents. Mais on peut avoir effectivement une assistante du secrétaire, et là, à chaque fois, les rôles sont bien définis. La question, dans ton lieu d'exercice et dans ce que tu as envie pour... Alors toi, tu n'es pas en médecine générale, mais pour n'importe quelle spécialité, par rapport à vos exigences professionnelles, c'est qui fait quoi? Qui gère l'accueil physique du patient? Qui gère l'accueil téléphonique, qui gère la partie administrative, la gestion du dossier médical, qui t'épaule à côté, pendant la consultation pour accompagner le patient. Voilà. Et après, c'est toi qui vois. Nous, par exemple, à la maison de santé, on a fait le choix d'avoir une secrétaire qui fait un petit peu de téléphone et un petit peu de gestion administrative, et on a fait le choix d'embaucher une agent d'accueil et logistique à l'entrée de la maison de santé. Mais dans un autre cabinet, ce sera différent. Ça dépend quels sont les professionnels de santé présents, ça dépend de la configuration immobilière du lieu, etc. Et juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est fondamental la question du dossier médical, alors y compris pour les médecins généralistes et puis pour les spécialistes, quand il s'agit de récupérer les données, même si avec le DMP, ça devrait se simplifier dans les années qui viennent. Quand on est mais toi, avec le DMP, tu dis ça, mais moi, je sais très bien que le problème du DMP, on l'a déjà connu, c'est l'organisation des données. Ouais. Et donc, en fait, de toute façon, on aura besoin de quelqu'un qui nous aide pour les dossiers. Et c'est clairement récurrent. C'est vraiment, moi, j'estime par consultation en moyenne, ces problèmes de données médicales, c'est au moins 5 minutes par consultation pour un spécialiste. Donc, c'est vraiment une donnée qu'on vit tous les jours. Et on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'on perd comme temps? Mais on n'a pas les solutions parce que la secrétaire ne va pas rentrer dans le cabinet faire justement cette organisation, quoi. Et pour un médecin généraliste, c'est la même chose. Et notamment quand on est interne, où on a envie que tout soit bien rempli, les derniers vaccins, est-ce qu'il a fait son test hémoculte, est-ce qu'il a fait sa mammo, sa dernière bio, etc. Je ne sais pas si certains, on en parlera peut-être après, on travaille avec des infirmières azalées. Mais nous, l'infirmière azalée, quand elle voit un patient diabétique, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont sur des fonctionnements très protocolisés. Donc, du coup, en fait, ils nous font un récap, une espèce de synthèse. Et c'est hyper facilitant et ça permet d'améliorer la prise en charge du patient. Et après, l'enjeu, en effet, ce que dit Jean-Baptiste, c'est comment est-ce qu'on l'intègre au dossier médical pour que ces données médicales puissent être exploitables. Un point en France sur lequel on est très, très en retard, c'est aussi ça, c'est la structuration des données médicales. Et c'est aussi pour ça qu'on est très en retard en recherche en soins primaires, parce qu'en fait, on a très peu de structuration en CIM10 ou de codification de notre activité, et c'est très compliqué de pouvoir derrière faire de la recherche. Alors on arrive à le faire notamment sur des maisons de santé, parce qu'il y a des logiciels partagés et qu'il y a des coordinateurs, etc. Mais un des enjeux aussi à l'avenir, c'est de pouvoir
comment dire, objectiver et puis valoriser le contenu des métiers en ville, et que ce ne soit pas seulement l'hôpital qui organise la recherche. Il y a des territoires comme au Québec ou en Belgique ou en Allemagne où ils sont bien plus en avance que nous sur la recherche en ambulatoire. Mais c'est aussi parce qu'ils ont du personnel qui vient les épauler dans le renseignement des dossiers et dans la structuration des dossiers, ce qui permet derrière de pouvoir extraire des données et de faire de la recherche et de gagner du temps. Tu avais une question ? Oui, c'était un peu par rapport à ce que vous disiez, que la secrétaire ne rentre pas dans le cabinet pour gérer un peu la part administrative. Du coup, en fait, logistiquement, comment on peut gérer la présence d'un assistant médical ? Est-ce qu'il y a, enfin, physiquement, est-ce que ça veut dire qu'il faut un cabinet supplémentaire ? À quel moment, en fait, il prend ce temps de soin ? C'est une Finalement, très bonne c'est question. ça la question de l'assistant médical. Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses à cette question ? La question, c'est comment est-ce qu'on s'organise ? Est-ce qu'il faut un deuxième cabinet ou pas ? Après, on pourrait faire une sorte d'antichambre. T'as la salle d'attente, t'as le cabinet de l'assistant médical s'il fait de l'amont, et puis hop, t'as la porte pour aller en consultation. C'est une option. Est-ce qu'il y a d'autres expériences ou retours d'expérience de... Alors, j'ai pas d'expérience, mais c'est probablement compliqué sur des cabinets existants d'implémenter ce genre de choses, parce que souvent les cabinets ils font 20 mètres carrés, je vois en médecine générale, pour voir. Je pense que c'est compliqué d'implémenter un. 25. Non, mais bon, en moyenne. Je ne sais pas comment implémenter ça dans un cabinet. Enfin, je ne sais pas si vous avez des propositions. Mais en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun fait son modèle en fonction de son fonctionnement. Moi, en tout cas, en médecine spécialisée, notre objet, nous, c'est de travailler sur 2 cabinets. Parce que c'est plus fonctionnel. Mais on peut très bien imaginer aussi, et je laisse Romain en parler, d'avoir l'assistant avec nous en permanence, comme on le fait dans certaines consultations. Et comme on a une infirmière, nous en cardiologie, on le fait assez facilement. Une infirmière qui est là en permanence, qui installe le patient, le désinstalle, fait les examens de base et gère avec nous le dossier, quoi. Peut-être que... Oui, vas-y. Par rapport à vos 2 fonctionnements, que ce soit le fonctionnement avec l'antichambre ou le fonctionnement où l'assistant est carrément dans le cabinet à assister à la consultation, c'est qu'en général, un assistant médical, il y en a un par cabinet médical. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 3 ou 4 médecins dans le cabinet, et enfin dans le bâtiment, dans le local, avec un assistant médical. Et à ce moment-là... C'est une très bonne remarque. On a dit tout à l'heure qu'en Allemagne, ils en avaient 3 par médecin. Il n'est pas imaginable qu'il n'y en ait pas aussi un possiblement par médecin. Tout l'enjeu, c'est de savoir effectivement comment on structure. Et je crois que réellement, pour moi, l'assistant, c'est ouvert sur toutes les fonctionnalités qu'on souhaite. C'est-à-dire que chaque organisation, peut-être même chaque spécialité, a une manière de fonctionner qui va découler sur un fonctionnement différent. Je sais qu'il y a des spécialités où de toute façon les consultations ne durent pas forcément très longtemps, où on va avoir un assistant qui va gérer dans le cabinet médical, ça sera plus simple, ou d'autres, effectivement, où il y a beaucoup de choses autour, et effectivement, là avoir deux lieux, c'est peut-être mieux. Je ne pense pas qu'il y a un modèle unique. Ce qui est sûr, c'est que la fonction d'assistant amène à réfléchir à un fonctionnement et à de l'immobilier qui correspond. L'immobilier est essentiel, effectivement, dans la réflexion, mais comme vous avez tous la chance de ne pas être encore installé, vous pouvez y réfléchir en même temps qu'à votre projet d'installation. Oui, mais d'un autre côté, plus c'est grand, plus ça coûte cher, dit Aude, mais je pense qu'à partir du moment où on a un assistant, c'est pour travailler mieux et de manière plus efficace. Et finalement, ce qu'on gagne en qualité et peut-être en temps d'exercice, on le finance autrement. C'est-à-dire que dans le modèle économique, ça s'intègre aussi. C'est pas du tout... Là, comme disait Romain tout à l'heure, si on fait 3 consultations par heure ou 4, le modèle économique change. Et forcément, si on s'y retrouve en plus en qualité, on va s'y retrouver aussi pour payer l'immobilier. Je ne sais pas si je... Le modèle, il n'est pas unique. Je rejoins Philippe. Voilà, c'est chaque médecin qui, dans son exercice, et en fonction de l'organisation de ses locaux... Je me suis assis parce que j'ai mal au dos, parce que je n'ai pas encore d'assistante, donc du coup, je dois faire beaucoup de choses tout seul. Tu peux te mettre là-haut aussi. Voilà, et ça peut être évolutif en fonction du type de consultation. Une consultation de nourrisson, ça peut être pas mal d'avoir quelqu'un, ou une personne âgée, ça peut être pas mal d'avoir quelqu'un pendant la consultation qui t'aide à habiller, déshabiller le patient, préparer les vaccins, etc. Mais ça peut aussi s'imaginer sur 2 bureaux. Quand on réfléchit actuellement au projet immobilier du futur, dans les futures maisons de santé, il y a beaucoup de collègues qui imaginent maintenant des bureaux
des bureaux jumeaux avec une porte entre les deux. Ce qui permet d'imaginer un exercice avec une assistante, qui permet d'imaginer l'accueil d'un interne, ce qui permet d'imaginer l'accueil d'une infirmière azalée, peut-être demain d'une IPA, on peut en parler après. Bref, de pouvoir anticiper l'arrivée future, toute une équipe autour du médecin généraliste traitant, et puis des autres spécialistes de second recours, pour optimiser la prise en charge et améliorer la qualité des soins. Mais voilà, ça peut être en amont de la consultation pour, comme disait Jean-Baptiste, vérifier que la dernière bio est bien dans le dossier, parce que des fois on n'est pas mis en copie, que le courrier a bien été rentré, l'épauler le patient sur l'habillage, le déshabillage, pendant la consultation, bien remplir le dossier médical, voilà, et expliquer un certain nombre de choses au patient. Et puis après, gérer toute la partie facturation, toute la partie émission des ordonnances, certificats, prescription de transport, prise de rendez-vous. Enfin, voilà, on peut tout imaginer, mais c'est vraiment du sur-mesure et c'est c'est pour ça que c'est très important que ça soit qu'il y ait une relation de confiance aussi entre le médecin et son assistante. Hein, c'est vraiment une relation un peu privilégiée. Et il faut qu'il y ait cette relation de confiance pour pouvoir travailler en binôme autour du patient. Tu avais une question ? Oui, non, juste, moi je suis médecin généraliste installé. Et par exemple, en gain un peu de productivité, nous on a délégué tout ce qui est les encaissements aux secrétaires. Et ce qui fait que on gagne un petit peu de temps sur les consultes. Et puis surtout le soir, la comptabilité est faite, tout est prêt pour être déposé à la banque. Et quand je finis à 19h, je n'ai pas un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure de compta à faire avant de rentrer chez moi le soir. Par contre, c'est un coût, c'est-à-dire qu'il faut avoir une secrétaire qui le fait. Mais j'ai gagné un petit peu en qualité de vie, peut-être un peu en productivité parce que je suis plus à l'heure sur mes consultes, donc je peux prendre 1 ou 2 patients de plus. Mais effectivement, je pense que les assistants médicaux, ça peut fluidifier, ça coûte un peu, mais il y a du financement. Mais je pense qu'on peut s'y retrouver. Hein. Alors, j'en ai pas, parce que nos cabinets qu'on a fait il y a 10 ans, ça n'existait pas, donc on n'a pas encore la place. C'est une très bonne transition. Ouais, c'est ça, c'est la place. Sur le financement et la place. Ouais, c'est un vrai problème. Mais bon, les jeunes qui créent, je pense qu'il faut vraiment intégrer ça quelque part sur le projet. Ouais. T'es en centre de santé ou en maison de santé. En maison de santé, donc ouais. Activité libérale. Ouais. Voilà. Donc pour revenir à ceux qui étaient présents ce matin, l'organisation du travail, par exemple la facturation des actes délégués du personnel administratif, c'est pas que en salariat. Hein. On peut tout à fait s'organiser en libéral pour déléguer la gestion de la facturation et du paiement à une secrétaire. Je reprends l'exemple de ce matin, le centre municipal de la ville dont je suis. Les médecins sont salariés, mais c'est eux qui encaissent les actes. Donc c'est pas le statut fiscal salarié ou libéral qui automatise derrière les conditions de travail. Hein. La seule différence, c'est qu'en libéral, on est maître de l'organisation de son outil de travail. Et si on fait le choix de dépenser un petit peu plus de temps administratif pour gérer la facturation, il suffit de s'organiser entre collègues, de se mettre d'accord, et puis voilà. Enfin, je sais pas si... Voilà. Ou vous voyez des patients en plus. Concrètement, pour conclure, c'est quoi les missions des assistants médicaux, Ah mince, je croyais qu'on on les avait données. Mince. Les missions, c'est celles que tu confies à l'assistante médicale. Donc c'est celles qui, toi, te font gagner du temps dans ton exercice professionnel et que tu considères comme pouvant être déléguées. Donc ça peut être en amont de la consultation, pendant la consultation ou en aval de la consultation. Et ça dépend de ton mode d'exercice et de ta spécialité. Et après, tu formes l'assistant en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que tu peux imaginer tout un tas de choses. Alors, qu'effectivement, si tu as une assistante qui est une infirmière, tu pourras lui confier des soins que tu ne peux pas confier à une assistante, puisqu'elle a aussi le diplôme d'infirmière en même temps qu'assistant. Je pense ça dans certains métiers, spécialités par exemple chirurgicales, peut être intéressant de quelqu'un qui fait les pansements, qu'on ne peut pas forcément déléguer à une assistante. Mais l'objectif, c'est effectivement de déléguer le plus possible en confiance et pour recentrer le métier. Donc là, les missions, je pense en discutant là, de tout ce qu'on a dit, on a vu tout un tas d'exemples, mais tout est possible du moment que ça reste dans le fonctionnement logique de la prise en charge du patient. Il y avait une question devant, et puis après on va peut-être clôturer sur les assistants médicaux, parce que je vois le temps qui passe.
C'est sur le côté rémunération, du coup, est-ce qu'il y a des aides de l'ARS? Ah ben voilà, c'était là-dessus que je voulais conclure. Ah. Donc comment est-ce qu'on paye l'assistante? Alors voilà, qui peut être assistante déjà? Tu nous aides, Philippe? Non, je fais ou pas? Tu sais, Je non sais pas, il y a des propositions dans la salle. Qui peut être assistante et comment est-ce qu'on la paye? Je suppose qu'il y a peut-être une petite formation à faire, après une secrétaire, une infirmière. C'est ce que je vois. Enfin, Voilà, donc souvent c'est des profils, ça dépend de ce que tu veux lui faire, mais ça peut être une secrétaire médicale qui monte en compétences, qui a un petit peu de bouteille en général, ça peut être une aide-soignante, mais qui t'aidera davantage sur des missions de soins autour du patient, ça peut être comme Philippe, une infirmière qui se réoriente. Voilà, donc c'est souvent ce type de profil, et en effet il y a une formation spécifique pour l'IPA, pour qu'elle puisse avoir un diplôme, pour l'assistante médicale, pour qu'elle puisse avoir un diplôme. Voilà. C'est une formation qui est obligatoire, qui se fait en cours d'emploi. C'est-à-dire qu'on embauche l'assistant actuellement, et il faut effectivement prévoir la formation en même temps que l'embauche. Parce que c'est un nouveau métier. Mais après, quand il y en aura plusieurs qui seront formés... oui, actuellement, voilà. C'est comme ça. Ce qui pose souci quand on l'embauche d'ailleurs, parce que du coup, elle est absente une partie du temps. On va appeler Géraldine, qui s'occupe de ça pour l'URML, qui est en support pour ça avec Karine. Elle va vous en parler, mais peut-être on va continuer. Ouais, on va continuer sur le financement. Vas-y. Sur le financement. Donc oui, il y a une aide de la Sécu. Alors actuellement, c'est un petit peu barbare, puisque c'est soit pour un médecin à temps plein, soit un mi-temps, soit un tiers-temps. Et actuellement, il y a une aide financière de la CPM dans le champ conventionnel, mais qui est soumise à respect d'objectifs au bout de 3 ans. Les objectifs, ils sont sur le nombre de patients qu'on prend en charge et ils sont sur la file active, le nombre de patients qu'on voit. Voilà. Donc il y a un financement substantiel qui est important, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Le seul problème aujourd'hui dans l'organisation des cabinets, c'est que les indicateurs ils reposent sur un médecin, ou 2 ou 3, mais c'est impossible aujourd'hui d'avoir une aide de la Sécu si on souhaite recruter une assistante pour par exemple 5 médecins et qu'on souhaite répartir des demi-journées entre les différents confrères. Alors, c'est des choses, j'en parle pas trop parce que c'est des choses qui vont évoluer. Il y a des négociations conventionnelles au niveau national cet hiver. Donc, il y a des demandes des syndicats justement pour libérer un petit peu ces critères qui sont quand même assez drastiques et qui sont un frein aujourd'hui à l'embauche d'une assistante. Nous, le message, c'est qu'en gros, il faut que chaque médecin puisse avoir une assistante, quel que soit son mode d'organisation, quelles que soient les missions qui lui soient données. Je ne sais pas si vous connaissez l'augmentation moyenne de la patientèle quand un médecin a une assistante. Vous avez peut-être lu ça dans les médias spécialisés ces dernières semaines. Il y a eu un rapport là, de la CNAM sur des médecins qui ont embauché une assistante. Ils ont augmenté leur patientèle de 10%. Avec, a priori, en termes de confort de travail, une amélioration de la qualité des indicateurs de qualité. Si demain, chaque médecin généraliste traitant français a une assistante, on règle quasiment le problème de la démographie médicale, puisqu'il y a à peu près 10-15% des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc les pouvoirs publics ont bien conscience de cet enjeu qui est de soutenir les médecins généralistes traitants, et puis globalement l'ensemble des médecins, et y compris les autres spécialités. C'est aussi important pour les autres spécialités. À mon avis, on est dans l'accès aux soins global. Alors Géraldine est là, on lui passe la parole pour nous dire... Qu'est-ce que c'est? Comment on fait quand on embauche un assistant? Ou une secrétaire, ou un autre personnel. Alors déjà, quel service propose l'URML et comment c'est organisé après dans le suivi, dans la formation, dans tout ça? Peut-être, avant de laisser la parole à Géraldine, peut-être faire un petit teasing quand même auprès de l'assistance. Vous voulez embaucher, excuse-moi pour l'anglicisme Philippe, vous voulez embaucher, vous installez demain, vous voulez embaucher une secrétaire ou une assistante, comment est-ce que vous faites? Alors sans savoir que Géraldine est dans la salle. On en parlait ce matin sur les craintes de l'installation. Une des craintes des jeunes pour l'installation, c'est d'être employeur, c'est-à-dire c'est d'employer en direct le personnel. Et en cas de cessation d'activité d'un collègue ou de changement de vie, le fait d'être employeur, ça engage quand même des responsabilités. C'est pour ça que
une des idées du groupement d'employeurs que vous présentez, Géraldine, c'est aussi de se décharger de toute cette partie-là, et là encore de pouvoir se concentrer sur son exercice professionnel sans se mettre en difficulté et sans avoir la charge mentale de gérer en plus des patients et en plus du cabinet, en plus gérer toute la partie ressources humaines. Donc du coup, je te laisse la parole, Géraldine. Merci. Bonjour à tous. Donc Géraldine Lonnen, en charge donc, de la gestion de groupement d'employeurs Pays de la Loire. Donc une structure qui a été créée par les professionnels de santé des Pays de la Loire, justement pour vous accompagner, vous appuyer sur la partie ressources humaines. Donc dans les ressources humaines, on entend donc la phase recrutement. Donc oui, on peut confier effectivement un contrat de travail à un cabinet comptable, mais il y a aussi la partie en amont au recrutement. Donc on s'occupe de cette partie-là. Et puis ensuite, tout ce qui a trait à l'établissement du contrat de travail, gestion de la paye, tout ce qui va à trait à la période d'essai et la formation. Et dans le cadre des assistants médicaux, la formation est indispensable et obligatoire. Donc on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on va faire les démarches auprès des OPCOEP, donc ce sont les organismes qui vont financer, payer en tout cas les coûts pédagogiques liés à cette formation. Donc on va vraiment être là en appui RH. Voilà, on est une structure RH. Donc l'idée, c'est d'identifier avec vous une fiche de poste, voilà ce que vous attendez, des missions. Ce ne sont pas les assistants médicaux, mais on intervient sur des postes de coordination de CPTS, coordination en maison de santé, des postes de chargé de mission, les postes d'assistants médicaux, mais on a aussi du secrétariat médical. Et donc on identifie avec vous donc, la fiche de poste, les missions qui vont être confiées, et donc on préqualifie les candidats qu'on va vous présenter. On va dire 3-4 candidats. On fait les entretiens avec vous, évidemment, mais on vous les présente bien évidemment en face à face. Et ensuite, dès qu'on a un feu vert de votre part sur un profil, on déroule toute la procédure administrative, RH, paye, etc. Donc, le groupement d'employeurs et l'employeur dit administratif, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les démarches de visite médicale, on est responsable auprès de l'inspection du travail, ils font partie de nos effectifs, et on signe avec vous une convention de mise à disposition. Donc c'est vraiment une convention tripartite, contrat avec nous, mise à disposition. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. L'idée, c'est de dire que tout ce qui va relever de l'assurance maladie, donc cette subvention qui vous avait été annoncée dans le cadre de l'embauche d'un assistant médical, ça, il faut voir ça directement avec l'assurance maladie, qui sont présents ici. Et puis moi, j'ai un stand dans le hall, donc n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez davantage d'informations, à moins que vous ayez déjà des questions. Voilà. Merci. Ça se fait beaucoup dans d'autres corps de métier, les groupements d'employeurs. C'est assez récent dans le domaine de la santé. Mais par exemple, dans l'artisanat, où il y a énormément de groupements d'employeurs, ce qui permet à des petites boîtes de mutualiser les coûts liés aux ressources humaines. Et là, c'est le même principe. C'est-à-dire que nous, notre cœur de métier, c'est pas de gérer les ressources humaines et de gérer... Voilà. Alors quand c'était le conjoint qui était secrétaire médical au cabinet, bon, il y avait d'autres problématiques. Mais là, actuellement, c'est plus du tout le cas. Et je prends encore mon exemple sur notre maison de santé. Pour des raisons complexes, on a notre secrétaire médical qui a une grosse ancienneté et qui est recruté en direct par les médecins. Mais par exemple, pour le recrutement de notre coordinatrice de maison de santé, pour le recrutement de notre agent d'accueil, on est passé par le groupement. Parce que c'est vrai qu'en termes de gestion, mais il y a la fiche de paie, mais il y a tout ce qui va autour. En effet, il y a le recrutement, il y a faire les entretiens annuels pour voir si ça se passe bien. C'est gérer aussi les congés maladie. Là, on a notre agent d'accueil qui a fait qui a eu un heureux événement et donc qui était en congé maladie, congé maternité pendant quelques mois. Bon, c'est le groupement qui a géré cette phase-là, qui a présélectionné des candidats et puis qui a géré toute la partie administrative. Donc c'est vrai que alors même si on est en lien étroit, c'est vrai que c'est quand même une charge mentale en moins. Je veux dire, voilà.
Et juste pour compléter, donc, le groupement d'employeurs est employeur administratif, mais le professionnel de santé, donc auprès duquel on met à disposition le salarié, reste l'employeur dit fonctionnel. Vous restez en lien sur la charge de travail, les missions confiées, les horaires, etc. Hein. Par exemple, typiquement, un congé payé d'un assistant médical, il vient d'abord voir son adhérent, qui est son référent. Non, mais c'est important de le dire. Moi, je vais intervenir juste pour dire, bah oui, légalement, il a bénéficié d'assez de congés pour pouvoir partir 15 jours à Noël. Voilà, donc moi, je vais plus être dans l'accord administratif, légal de saisie. Mais c'est forcément auprès de votre structure qui va annoncer son absence, son départ. Et voilà, donc c'est aussi important de le noter que voilà, l'employeur fonctionnel, ça reste voilà, l'adhérent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Juste pour avoir une idée du coût que ça représente au niveau des charges pour un assistant médical, par exemple. Alors aujourd'hui, donc pour le nouveau groupement d'employeurs, donc qui est spécifiquement dédié au poste d'assistant médical, qui a été créé donc il y a 6 mois maintenant, on est sur un coût, une adhésion, parce qu'on est une association avec une adhésion, donc à 50 €. Ensuite, on a un forfait recrutement. Donc, quand on inclut la phase recrutement aussi à 450 €, donc dedans, on prend en compte donc, la phase recrutement, l'établissement du contrat de travail, le coût d'une visite médicale, c'est quand même de l'ordre de 100 €, et toute la création aussi de la paye avec le prélèvement à la source. Donc, on essaye enfin, voilà, on prend, ça inclut tous ces paramètres-là. Et ensuite, tous les mois, il y a un forfait de gestion mensuelle qui aujourd'hui est établi à 100 €, qui prend en compte le coût d'un bulletin de paye, la mise en coffre-fort numérique, etc. Mais ça inclut tout, c'est-à-dire un arrêt maladie, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Donc aujourd'hui, on est sur ce forfait-là. Plus il y aura d'adhérents, plus forcément ce coût de forfait est voué quand même aussi à être divisible, donc à être réduit. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà nos coûts. C'est porté par l'URML, donc l'idée c'est de mutualiser les coûts et que ça soit neutre entre guillemets à la fois pour le groupement et puis pour les médecins. Donc il n'y a pas de, le groupement ne fait pas de bénéfices. Non, on est à but non lucratif. Voilà. Donc à la fin de l'année, par exemple typiquement, si on sent effectivement que ce coût mensuel de 100 € a peut-être été trop fort, on vient le répartir. D'accord. Pareil, on peut avoir, comme on est en milieu associatif, on a des abattements sur la taxe sur les salaires que je rétrocède une fois que le bilan est fait. Voilà, j'ai un abattement de 23 000 € et là, je viens le répartir sur l'ensemble des adhérents. Voilà. Donc, on estime un coût, voilà, mais ensuite, on vient restituer s'il y a eu un trop perçu, bien évidemment. On est à but non lucratif. Ouais. Puis, oui. Juste pour compléter, en plus, il y a une histoire de réseau, c'est-à-dire que derrière, si pour X ou Y raison, vous devez mettre fin à la convention parce que vous fermez votre cabinet, je dis une bêtise, mais il y a aussi possibilité que le personnel soit réorienté sur le réseau du groupement. C'est comme si tous les médecins d'un secteur, en fait, se mettaient en pot commun pour gérer tout ça. Nous, par exemple, on a notre ancienne coordinatrice de la maison de santé qui nous a été piquée sur le réseau par une CPTS. Bon, voilà. Mais on vous a retrouvé quelqu'un. Mais on nous a retrouvé quelqu'un derrière, de très bien. Oui. Mais voilà, il y a aussi possibilité que des personnels ils puissent bouger. Un assistant puisse passer d'un cabinet à un autre, ou même qu'il puisse y avoir des temps partagés entre les cabinets. Par exemple, nous, on a notre coordinatrice, elle a temps partagé sur 2 maisons de santé. Sur 2 maisons de santé. Voilà. Mais elle a un seul employeur. Et un seul contrat, un contrat temps plein. Et donc, elle fait 60%, 40%. Donc, pour la salariée, voilà, c'est transparent. Elle a un seul bulletin de paye, elle est en CDI, mais elle a 2 mises à disposition, en fait. Il faudra qu'on négocie le pourcentage, d'ailleurs, Madame Levin. Je vous en prie. Voilà, je ne sais pas si... oui, encore des questions? C'est plus pour des questions pratiques. Quel est le coût d'un assistant en termes de paye et charges par mois? Alors, c'est très variable. Le plus bas aujourd'hui, de la convention collective, c'est 1746, on va dire 1750 €. Ça, c'est le plus bas. Et vous rajoutez... Non, en brut. Oui, donc salaire brut. Brut. Et vous rajoutez les charges patronales, qui sont entre 49 et 50%. Mais ça va forcément dépendre du profil. Si vous embauchez quelqu'un qui a une expérience en tant qu'aide-soignante, oui, non mais je le dis vraiment parce qu'on a fait des recrutements à 2200 € brut.
hein, faut le savoir. Pour une infirmière. Et une infirmière, aujourd'hui, justement, on ne les recrute pas. Non, mais pour être tout à fait transparent, pour l'instant, on n'arrive pas à les recruter sur ce type de poste parce que, justement, leurs salaires sont trop forts et ne peuvent pas être, aujourd'hui, permettre une embauche financièrement tenue par un cabinet médical. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur des profils soit de secrétariat médical, soit de soignants. Voilà, aide-soignante. Oui, Philippe, tu as les moyens de financer une infirmière. Oui, mais justement, voilà, je parle d'une moyenne de salaire. Après, voilà, certains cabinets ont la possibilité. Voilà. Non, puis il y a certaines ambitions aussi dans le recrutement qui font que l'infirmière est plus adaptée par rapport à certaines spécialités, par exemple, qu'une aide-soignante ou qu'une secrétaire. Et c'est la plus-value qu'on a derrière aussi qui compte. Ah non, mais moi, à partir... Non, après, c'est quand on me demande effectivement un salaire, il ne faut pas non plus venir... Voilà. Pardon. Oui, c'était pour avoir un ordre d'idée. Après, il y a forcément... voilà. Le coût salarial, en fait, c'est minimum de 1 500 € par mois. C'est ce qu'il faut se dire. Oui. Voilà. Il y a peut-être une précision à apporter sur le groupement, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris. En fait, il y a un groupement, mais avec 2 branches. C'est-à-dire qu'il y a une branche du groupement... Non ? Oui, c'est 2 groupements différents, mais en fait, c'est pour simplifier. Le groupement dont on parle aujourd'hui, c'est le groupement qui est au service des médecins, et donc qui est l'émanation au départ d'un autre groupement, qui est le groupement Interpro, qui concerne toutes les professions, pour tout ce qui est les missions Interpro, en particulier pour les CPTS, pour les MSP, et pour tout ce qui concerne finalement la gestion de coordination, très souvent. Mais là, le groupement dont on parle, il est dédié secrétaire, assistante médicale, éventuellement IPA, mais je ne sais pas si on a recruté pour le moment des IPA. Si. Ouais. Quelle transition. Enfin, de toute façon, tout ça, c'est du service, donc on prend pas. L'objectif, c'est que ça rende service à ceux qui s'installent et puis à ceux qui sont déjà installés aussi. Mais pour ceux qui s'installent, c'est à mon avis très important de se sentir sécurisé dans ce domaine. Et c'est vraiment le but de ces services. Et accompagner, c'est vrai que même mener un entretien d'embauche, faire les entretiens annuels. Enfin, moi, quand je suis arrivé dans mon cabinet, la secrétaire, je crois qu'elle n'avait pas eu d'entretien annuel depuis 20 ans. Voilà. Donc, on en rigole, mais on professionnalise les choses, voilà. En fait. Et donc, on gagne en qualité pour tout le monde. Mais c'est ça l'objectif, en fait. Donc, un petit conseil, si vous avez un projet professionnel, que ce soit l'embauche dans une maison de santé, dans une CPTS ou dans votre cabinet de médecin généraliste ou autre spécialité, vous ne prenez pas la tête sur la gestion ressources humaines. Vraiment, pour travailler avec le groupement régulièrement, c'est vrai que c'est vraiment une charge mentale en moins. Et puis une vraie sécurité aussi, à la fois pour soi et puis pour la personne qui est embauchée, parce que du coup, elle est embauchée par le groupement, par le réseau, et elle peut aussi avoir des opportunités de reclassement en cas de difficulté. Alors, pour être tout à fait complet et transparent, 99% des cabinets actuellement utilisent leurs experts comptables pour faire la RH, mais ils ne font que la partie paye et ils ne s'occupent de rien d'autre. Et en fait, on se rend compte, en ayant construit avec le groupement d'employeurs une autre manière de fonctionner, que c'est presque irresponsable pour les employeurs que nous sommes de ne pas se soucier de tout le reste. Parce que ça nous retombe toujours un jour ou l'autre dessus. Un arrêt maladie, une gestion d'augmentation, tout un tas de choses qu'il faut gérer dans la vie d'un salarié. On ne sait pas le faire, on n'est pas compétent. L'expert comptable n'est pas toujours le plus à même de nous aider. Voilà. C'est pour ça que je ne prête pas pour ma paroisse, mais je dis, une fois qu'on a découvert ce qu'on faisait avec nos groupements employeurs, on s'est dit, ça y est, on a monté d'une marche en termes de responsabilité, de sécurité et de qualité pour finir. C'est hyper important. Il y a la responsabilité sociale aussi de l'employeur vis-à-vis de son salarié. C'est quelque chose de fondamental. Nous, c'était typiquement ça. La secrétaire, en effet, c'est le cabinet d'experts comptables, ce qui était rattaché au cabinet d'experts comptables qui fait les fiches de paye, etc. Mais tout ce qui est à côté, pas d'entretien annuel, la médecine du travail, on ne sait pas trop si elle l'avait vu. C'était voilà. Et en effet, c'est une autre époque. Mais on a aussi besoin de se professionnaliser. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis du coup, n'hésitez pas à aller voir Madame Lonen à m'interpeller si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Bon après-midi à vous. Merci.
Et du coup, la transition est toute faite pour la... Il nous reste quoi, 15-20 minutes, c'est ça? Même pas, 13 minutes. 13 minutes, bon. Donc du coup, on a parlé des secrétaires médicales, on a parlé des assistants médicaux, assistants de consultation. Il y a 2 autres personnes qui avaient été citées tout à l'heure. Alors, il y avait l'infirmière Azalee. Est-ce que la personne qui en avait parlé peut nous en parler? J'ai dit 2 fois parler. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire l'acronyme Azalee? Parce que c'est un acronyme, c'est pas une fleur. C'est avec un S, c'est pas avec un Z. Joker. Personne n'est en train de regarder sur Google? Action de santé libérale. Non, action de santé libérale. Non. C'est ça, voilà. Ouais. Eh ben, du coup, j'ai un trou. C'est libéral en équipe. Ouais. Action de santé ambulatoire libérale en équipe. Ouais. Donc, du coup, c'est une infirmière de santé publique qui accompagne les patients en binôme avec un médecin généraliste traitant sur plusieurs thématiques. Est-ce que du coup tu peux nous donner lesquelles si tu as pu travailler avec une infirmière? Donc l'infirmière Azalee avec qui j'avais eu l'occasion de travailler, elle avait donc son cabinet et elle gérait de son côté. On lui adressait des patients qui nécessitaient de l'éducation thérapeutique concernant par exemple un régime diabétique. Des patients qui sont en demande de règles hygiéno-diététiques sur une perte de poids par exemple. Elle faisait des EFR aussi, il me semble. Elle faisait de l'aide au sevrage tabagique. Alors, du coup, peut-être pas des EFR, mais elle faisait... Spirométrie. De la spirométrie, pardon. Oui. C'est déjà pas mal. Et je sais qu'on lui adressait aussi les patients pour expliquer les automesures. Et oui, et tout à fait. Elle faisait ça aussi. Elle accompagnait, elle avait une activité, un groupe d'activités sportives pour accompagner les patients sur une activité de marche une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Oui, tu as déjà dit pas mal de choses. Donc, historiquement, en fait, Azalee, c'est une association qui est issue des Deux-Sèvres, hein, donc Niort, et qui donc a salarié des infirmières orientation santé publique, éducation thérapeutique, et qui travaille vraiment en partenariat avec les médecins généralistes traitants. Alors, si dans une structure pluripro, il y a des spécialités de second recours, notamment des cardiologues, ça peut avoir un intérêt très, très, très important, puisque leur cœur de métier, c'est vraiment le risque cardiovasculaire. Donc, l'idée, c'est qu'une infirmière travaille pour à peu près 20% d'un médecin généraliste. Donc, pour qu'elle ait un temps plein, il faut qu'elle contractualise avec 5 médecins. Donc elle peut être sur plusieurs cabinets ou sur un seul cabinet s'il y a plus de 5 médecins. Elle peut avoir une activité libérale ou salariée, mais la plupart du temps, elle est quand même salariée directement de l'association Azalee, qui est financée directement au niveau national par l'assurance maladie, je crois, désormais. Et donc, en effet, elle travaille sur protocole. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. Donc, elle travaille beaucoup sur le risque cardiovasculaire, le suivi des patients diabétiques, hypertendus, en surpoids, y compris chez les enfants. Elle fait de l'accompagnement au surpoids, la lutte contre le surpoids auprès des enfants plutôt. Voilà. Elle fait tout ce qui est dépistage des troubles cognitifs de la personne âgée. Donc ça, c'est hyper utile, hein, quand vous avez un patient âgé qui commence à perdre un peu la boule, vous avez besoin de faire un bilan mémoire. Bon, c'est complexe de pouvoir faire le MMS, faire les 5 mots du bois et tout ça. Ça demande du temps. Donc là, elle peut le faire, entre guillemets, à votre place et puis ensuite vous faire un retour. Elle peut aussi le faire à domicile pour également évaluer l'environnement. Nous, je sais qu'en Vendée, là, ils ont travaillé en collaboration avec le service de gériatrie pour avoir toute une dimension au-delà du dépistage des troubles cognitifs, faire un état des lieux des aides à domicile, voilà. Vraiment préparer en amont la vie gériatrique. Il y a en effet tout ce qui est aide au sevrage tabagique, dépistage de la BPCO avec la réalisation de spirométrie, bien sûr la réalisation d'électrocardiogrammes.
voilà, donc ça fait déjà pas mal de protocoles. Et puis il y a d'autres choses qui existent. Par exemple, je sais que certaines maisons de santé développent des projets avec la MAPA pour la surveillance de l'attention. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Tu parlais de l'activité physique adaptée, ça c'est une thématique qui monte en puissance petit à petit. Nous, c'est la même chose, hein. Elle a un groupe de marche tous les lundis où ça permet d'avoir un moment un peu différent avec les patients, de pouvoir discuter un petit peu hors les murs. Elles peuvent aussi organiser des groupes de patients quand il y a des salles à disposition dans les structures. Et puis elle travaille beaucoup en réseau sur un territoire, donc elle participe aussi au collectif d'usagers, à des événements de santé publique. Là, par exemple, dans le cadre d'Octobre Rose, elle travaille beaucoup sur le dépistage, mammographie, frottis, etc. Voilà, donc c'est très très large. Et donc elle travaille vraiment en relation étroite avec le médecin généraliste traitant. Alors ça dépend un peu des cabinets. Par exemple, nous, on essaie de se voir une fois tous les 15 jours pendant 3/4 d'heure. Et puis on échange, voilà, on passe en revue tous les patients qu'on a en commun. Et c'est très très enrichissant parce que ça permet à la fois de nous de gagner du temps sur toute la partie prévention, dépistage, éducation thérapeutique, puis vraiment de gagner en qualité dans la prise en charge des patients parce que voilà, avoir un regard un peu différent. Voilà, il y a des choses que les patients vont dire à l'infirmière qui ne vont pas nous dire, et puis vice-versa. Voilà, donc je vous encourage dans vos projets d'installation à travailler avec les infirmières Asalée parce que vraiment, quand on a quelqu'un de qualité dans un cabinet, nous, ça nous a vraiment révolutionné notre pratique. Et puis après, c'est chacun qui fonctionne différemment. Il y en a qui vont simplement donner la carte de l'infirmière. Moi, je sais que je positionne des rendez-vous directement aux patients. Voilà. Voilà, chacun fonctionne un peu différemment. Alors, ça ne concerne pas les spécialistes d'organes, parce que l'association Asalée, pour le moment, est en lien qu'avec les généralistes. Mais on peut en profiter quand on est spécialiste, je pense dans ma spécialité, pour avoir effectivement une qualité d'adressage des patients et de prise en charge des patients qui bénéficient grandement à la prise en charge pour les cardiologues et pour d'autres spécialités, je pense aussi. C'est typiquement ça. Un patient, moi, qui vient me voir pour un suivi d'hypertension artérielle, voilà, qui a quelques facteurs de risque cardiovasculaire, il va voir l'infirmière Asalée, elle va lui faire l'électro, elle va repasser en revue tous les facteurs de risque, calculer le score, et puis derrière, on va faire une demande, on va orienter vers le cardiologue, mais en ayant déjà... On n'est pas obligé de voir tous les patients. Non, mais s'il y a besoin de le voir, parce qu'il y a où il y a une plainte, ou du coup, le dossier est déjà un peu plus carré pour le cardiologue, voilà, ça améliore aussi... l'expertise spécialisée du cardiologue, qui va intervenir vraiment à son niveau de compétence aussi. On est très content quand le patient est déjà bien cadré, ça c'est sûr. Voilà, et on a 5 minutes pour parler des infirmières. Oui, il nous reste plus que ça, non? Il est 25 et on doit rendre le micro à 30. On est large. C'est une question rapide, mais qui est quand même assez intéressante quant au fait du recrutement d'une infirmière Asalée dans un cabinet, parce que, comme vous disiez, c'est une association, et donc l'infirmière Asalée est employée elle est payée par l'association. Dans la plupart des cas, elle est salariée, donc on n'a rien à faire. C'est-à-dire que c'est l'association qui rémunère l'infirmière, autant de travail passé. Et en général, ils prennent en charge aussi le financement du matériel et la location du bureau. Ah voilà, c'était ma question. Mais ça dépend, tout est sujet à négociation avec l'association. Il faut quand même qu'elle ait un bureau pour travailler. Mais elle peut travailler sur les jours off des médecins respectifs et tourner sur les bureaux. Vraiment, là encore, c'est vraiment en fonction de l'organisation du cabinet. C'est des choses qui sont assez souples. Voilà, mais à partir du moment où tu as un projet avec une personne ressource et que tu défends le projet et que ça a du sens pour améliorer la prise en charge des patients, la plupart du temps, tu es suivi par l'association Asalée et il n'y a pas de difficulté. En fait, l'association Asalée fait le rôle du groupement d'employeurs pour les infirmières Asalée. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de nous. Non, par contre, on est indemnisé pour le temps passé. Parce que quand on parle 3/4 d'heure, 1 heure avec l'infirmière, qu'on discute des patients, c'est du temps de travail, c'est du temps médical. Et donc ce temps-là, il est indemnisé. Donc c'est tout bénef. C'est dans l'autre sens. Il y a beaucoup de pays, on parlait du Québec l'autre jour avec Philippe, où le temps médico-administratif des médecins est indemnisé, est fortement indemnisé. Il n'y a qu'en France où on considère que quand on est réunion et qu'on discute d'un patient, c'est pas du temps de travail. Ben si, c'est du temps de travail.
Et c'est bénéfique pour la prise en charge des patients. Il nous reste 2 minutes pour parler des IPA. IPA, infirmière en pratique avancée, nouveau métier qui permet là encore de faire monter en compétence les infirmières. IPA, donc la différence des infirmières allées, c'est que elles peuvent, en tout cas, avoir, c'est ce qui est souhaité, en tout cas, avoir une activité libérale avec un système de paiement au forfait. Mais la plupart du temps, pour le moment, elles sont quand même en structure hospitalière pour des raisons organisationnelles. Et financières. Et financières, puisque les modalités de rémunération des IPA en libéral, pour l'instant, n'est pas complètement satisfaisant. L'idée des IPA, c'est qu'elles interviennent auprès de patients chroniques stabilisés, en complément du médecin généraliste traitant, en relation étroite avec le médecin généraliste traitant. C'est pour ça que je préfère parler de coordination de soins plutôt que de délégation de tâches. Ce n'est pas des tâches, c'est coordination autour du patient. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté, quelque chose d'aigu, c'est le médecin généraliste référent qui est sollicité. Et donc typiquement, ça va être des diabétiques bien équilibrés. Au lieu de le voir tous les 3 mois, on va le voir tous les 6 mois et le renouvellement intermédiaire va être fait par l'IPA. Et l'infirmière azalée va gérer toute la partie prévention et éducation thérapeutique. Et donc au lieu de voir ton patient diabétique 4 fois par an, tu vas le voir 2 fois par an. Ou en cas de problématique aiguë. Et l'IPA va travailler pareil sur protocole, donc sur des choses assez carrées. Il y a également des IPA en psychiatrie. Et il y a une autre spécialité. Et puis après, il y a des IPA dans d'autres domaines, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'ambulatoire et la médecine générale, c'est plutôt risque cardiovasculaire et psychiatrie. Non, en fait, les infirmières maladies chroniques, elles peuvent s'occuper aussi de la néphrologie et d'autres pathologies chroniques. Ouais. Mais en fait, ce qui est important, c'est que tu dis généraliste, mais nous, spécialistes, on est aussi très, très intéressés, moi je vois en cardiologie, c'est essentiel pour nous de pouvoir avoir des consultations intermédiaires pour certains patients en insuffisance cardiaque ou en prise en charge, je dirais, facteur de risque aussi. Et donc en fait, les spécialistes aussi ont besoin d'infirmières azalées, d'être en lien avec des infirmières azalées, des infirmières IPA qui remplacent un peu les azalées dans nos cabinets. Voilà. Donc les IPA, elles peuvent prescrire ou adapter certaines posologies. Par contre, bien sûr, elles doivent toujours se référer à un médecin référent avec qui il y a c'est protocolisé tout ça. Un protocole. Peut-être juste pour clôturer, parce qu'on n'a plus trop de temps, mais on peut continuer à en discuter après. Vous vous rendez compte, après 1h30 de discussion, que le métier de médecin généraliste et d'autres spécialités, il évolue. Que le médecin tout seul dans son cabinet, c'est un temps qui a un peu vécu. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais modèle avant, c'est juste que les choses elles évoluent, la société évolue, les problématiques d'accès aux soins font qu'on essaie de trouver aussi de nouvelles manières de travailler. Et donc on essaye d'innover et de trouver des solutions à la fois pour améliorer l'accès aux soins et puis garder une qualité de soins et de prise en charge des patients. Et donc vous avez vu tout ce qui gravite maintenant autour du médecin généraliste, l'assistant médical, les infirmières azalées, les IPA, il y a tout le volet formation avec les internes, et ça se passe, les IPA en stage aussi, dans certains cabinets, toutes les fonctions support autour du médecin, que ce soit de la RH avec par exemple le groupement, que ce soit l'expert comptable, voilà. Et puis tout ça aussi dans un réseau d'exercices coordonnés, vous en avez peut-être entendu parler sur d'autres ateliers ce matin, avec les maisons de santé, les ESP CLAP, les CPTS. Donc ça paraît très complexe et puis en même temps ça permet d'être un peu rassurant dans sa pratique parce qu'on n'est pas tout seul et on est épaulé au quotidien pour prendre en charge les patients. Voilà. Il y a Karine qui vient de rentrer pour nous dire qu'il fallait qu'on termine. Eh bien voilà, on a terminé. Eh bien merci en tout cas pour votre participation et votre écoute. Mais on est à l'occasion prêt et puis il y a du monde autour qui peut vous répondre. Voilà. 15h30, on est pile poil. Merci en tout cas. Merci à tous.